Et donc, bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire sur les premières tendances de l'étude des professionnels du développement durable 2023 mené par le CNRS avec le concours de Burdeo et d'autres partenaires. Donc, comment va se passer ce webinaire? Donc, dans un premier temps, vous allez avoir une restitution des premiers résultats de l'étude par l'équipe du CNRS, puis un retour d'expérience par Caroline Renaud et Sébastien Monton. Et enfin, une partie questions-réponses. Donc, vous pouvez mettre dans le chat, vous avez un chat en bas ou questions Q et R sur lequel vous pouvez poser vos questions. Et nous allons y répondre avec grand plaisir à la fin de ce webinaire. Donc, le webinaire dure de 11h30 à 12h15. C'est la deuxième slide et je vais laisser les intervenants se présenter. Bonjour, donc je suis Laure Bérény, je suis sociologue et directrice de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Bonjour, je suis Antoine Machu, je suis aussi sociologue, chercheur associé à l'Institut d'études politiques de Grenoble et à Sciences Po. Bonjour, Élise Penal-Weicher, je suis professeure des universités à l'Université Paris-Dauphine, PSL. Bonjour, je suis Sébastien Mandon, je suis le directeur RSE de Worldline et administrateur au sein du Collège des directeurs en développement durable. Bonjour à tous, Caroline Renaud, fondatrice de Burdeo et People for Impact. Donc Burdeo, cabinet de chasse de tête spécialisé sur les métiers de la RSE et de l'impact, et People for Impact, un hub de freelance toujours sur ces thématiques. Et donc, on va pouvoir lancer les premiers résultats de l'étude. Alors, merci beaucoup, donc merci beaucoup de nous accueillir. Merci à Burdeo d'avoir permis cette restitution. Je vais commencer par présenter à grands traits le programme de recherche dans lequel s'inscrit ce questionnaire, le programme ProBIRCAP, professionnel de la vertu du capitalisme, qui est consacré à l'analyse de la RSE au prisme de ses professionnels. Donc, c'est un programme qui est opéré par le CNRS, mais qui est lauréat de l'Agence nationale de la recherche, qui est le principal financeur public de la recherche, pour une durée de 4 ans. Et c'est une équipe de 13 chercheuses et chercheurs, c'est un programme collectif, qui sont donc des spécialistes très reconnus de différentes dimensions de la RSE et qui appartiennent à des centres de recherche de différents établissements que vous voyez apparaître sur la diapositive. Alors, je vais dire 2 mots du périmètre de l'étude, en fait, qui s'appuie sur des hypothèses fortes de notre projet. La première hypothèse, c'est que l'institutionnalisation de la RSE, qui est un phénomène marquant au cours au moins des 10 dernières années, qui s'est accéléré en tout cas au cours des dernières années, a été beaucoup étudiée notamment par la recherche académique, mais très peu de travaux académiques portent sur les opérateurs et les opératrices de cette RSE et donc sur les professionnels, sur les champs professionnels qui concrètement travaillent dans ce domaine. Et donc, notre hypothèse de départ, c'était vraiment de considérer que travailler sur ces professionnels, leur parcours, leurs fonctions, leur position dans l'organisation, leur rapport au travail était une manière intéressante de mieux comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme responsable. Et la deuxième hypothèse forte de notre projet, c'était l'idée d'étudier la RSE au sens large, c'est-à-dire en fait d'avoir une vision très très large de la RSE et d'étudier ensemble et de comparer différentes fonctions qui, dans l'organisation, ne sont pas nécessairement réunies dans les mêmes départements. Généralement, ce sont des fonctions qui sont disséminées dans les organisations, mais qui sont réunies dans les rapports ESG notamment, dans tout le reporting des entreprises. Et donc, ce sont des fonctions qui ont un lien avec la responsabilité sociétale, environnementale, sans pour autant être réunies sous un même chapeau organisationnel. Donc, nous avons distingué 5 segments de la RSE, l'environnement, donc le cœur de ce qu'on appelle généralement le développement durable, mais aussi la diversité, l'inclusion et la qualité de vie au travail, les droits humains, l'investissement responsable et enfin le mécénat, puisque toutes ces dimensions, encore une fois, sont au cœur du reporting ESG des entreprises. Et puis nous avons ajouté aussi une autre dimension à notre enquête qui est la comparaison entre la France, les États-Unis et l'Espagne, avec l'idée de comparer donc, des contextes assez d'institutionnalisation de la RSE qui sont assez différents.
Alors, la méthodologie, elle est mixte. Elle repose sur des méthodes qualitatives et quantitatives. Nous avons à ce jour mené plus de 250 entretiens approfondis, biographiques, avec des cadres de la RSE. Je remercie celles et ceux qui sont peut-être là et qui se sont prêtés à ce jeu de l'entretien. On a aussi mené des observations in situ de pratiques professionnelles. Et puis, on a tout un volet quantitatif qui est sous la responsabilité d'Élise Penalva-Icher, ici présente, et qui est opéré principalement par Antoine Machu, avec dans ce volet quantitatif là, 2 opérations de recherche. D'une part, un web scrapping de CV sur LinkedIn qui nous a permis de constituer une base d'environ 1800 profils individuels. Et à partir de cette base qu'on a constituée grâce à l'utilisation de mots-clés en lien avec la RSE, nous pouvons, nous analysons les parcours de carrière, les présentations de soi, etc., les formations des professionnels de la RSE. Donc ça, c'est tout le volet web scrapping. Et puis, on a mis de manière complémentaire, parce que ça nous permet de recueillir d'autres données, on a mis en œuvre ce questionnaire dont il est question aujourd'hui, dont je vais parler tout de suite plus en détail. Alors, c'est un questionnaire qui a été administré depuis le printemps 2023. Alors, les résultats que nous avons obtenus à ce stade se sont étalés donc entre mai et septembre 2023, mais nous annonçons aujourd'hui que nous lançons une 2e phase de diffusion de ce questionnaire. Donc, n'hésitez pas à le renseigner, à le diffuser autour de vous, puisqu'on aimerait bien augmenter la population des répondantes et répondants. C'est un questionnaire qui donc a été auto-administré en ligne et que nous avons fait circuler grâce à l'aide de Burdeo, principalement sur le réseau LinkedIn, mais on a aussi activé tous nos réseaux d'organisations professionnelles, alors à la fois des organisations professionnelles transversales comme le C3D ou l'ORS, mais aussi des organisations professionnelles qui sont attachées à différentes fonctions ou différents domaines d'expertise de cette fameuse RSE au sens large. Et nous avons également diffusé ce questionnaire dans les réseaux d'alumni. Alors, les questions sont variées, et donc c'est un questionnaire scientifique assez approfondi qui prend entre 15 et 20 minutes. Il y a beaucoup de questions sur le parcours professionnel, sur le poste et son périmètre, sur la position dans l'organisation, mais aussi des questions, vous le verrez, sur la perception de la RSE, des données sur les rémunérations ou encore des données beaucoup plus vastes sur le profil socio-démographique des professionnels. Voilà. Donc, nous avons la restitution des tout premiers résultats que nous livrons aujourd'hui s'appuie sur l'analyse de 290 questionnaires et nous espérons que ce nombre va cesser d'augmenter dans les mois qui viennent. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la RSE au sens large? Je vais en dire deux mots de plus. Donc, qui a répondu au questionnaire en réalité, quelle valeur on peut accorder à cette opération de recherche? Donc, ce sont des individus qui s'identifient à la dénomination professionnelle de la RSE au sens large. Donc voilà, encore une fois, on a une vision très large de la RSE, on l'a diffusé par différents canaux, mais ce sont quand même des gens qui se reconnaissent dans ce label, dans cette appellation, donc qui vont, disons, d'une certaine manière, s'affilier à cette identité professionnelle. Alors, vous voyez, nous avons reproduit le petit encadré qui figure sur la première page du questionnaire. Vous êtes invité à répondre à ce questionnaire si vos activités professionnelles présentes ou passées portent principalement sur une ou plusieurs thématiques liées donc à la responsabilité sociale, sociétale ou environnementale des entreprises. Et vous voyez là que nous avons énuméré une liste très très vaste et très diversifiée de spécialisations et de termes, donc impact, engagement, développement durable, nutrition, vigilance, vous voyez, éthique des affaires, qualité de vie au travail ou encore pauvreté et exclusion. Donc, la question de savoir si cet échantillon que nous avons constitué est représentatif de la population générale se pose évidemment. Non, ce n'est pas un échantillon qui, d'un point de vue strictement statistique, est représentatif, mais de toute façon, la population générale de référence est très, très difficile à estimer pour plusieurs raisons, parce que nous avons essayé de le faire dans le cadre de l'enquête CV Scrap, enfin de web scrapping sur LinkedIn, donc en
essayant de dénombrer la population de professionnels ayant les mots-clés que nous avions sélectionnés, par exemple RSE, Sustainability, développement durable, dans le titre de leur fonction actuelle. Et LinkedIn, d'abord, a un algorithme très opaque, premièrement, donc on ne sait pas comment il sélectionne finalement les réponses à nos requêtes. Deuxièmement, pour chaque requête, on a un maximum de 1000 individus qui sont sélectionnés. Donc, par exemple, pour RSE, nous n'avons que les 1000 individus que LinkedIn a daigné sélectionner en réponse à ce mot-clé. Et puis, nous avons aussi observé que il y a un effet de label, il y a un effet de diffusion de ces termes et de ces mots-clés de la RSE dans les intitulés de fonction des professionnels et des cadres en France aujourd'hui, ce qui fait que finalement, parfois, on pouvait trouver des responsables communication et développement durable qui avaient un petit peu coloré leur métier principal avec cette dimension de RSE, mais on ne peut pas être sûr que cela renvoie véritablement à une logique d'expertise, de métier et de spécialisation. Voilà. Alors, quelques mots maintenant sur le périmètre de la population. On va rentrer là maintenant dans le vif du sujet. Donc, vous voyez que les cadres que nous avons, enfin les répondants de ce questionnaire sont principalement des cadres et des consultantes du secteur privé, à 85% presque, et puis que la plupart d'entre eux exercent cette fonction RSE à temps plein, n'ont pas répondu justement parce que ne s'identifient sans doute pas comme étant des professionnels de la RSE, des personnes qui exercent cette fonction en plus de leur fonction habituelle ou à mi-temps par exemple. Alors, la typologie des cadres, voilà une petite typologie des cadres que nous avons, qui constitue la population des répondants. Hein. Vous voyez que ce sont principalement, pour les 3/4, des cadres dans une organisation, c'est-à-dire des personnes qui sont, responsables de la RSE, quel que soit leur titre, en tout cas qui exercent cette mission dans une entreprise ou une autre organisation. Et nous avons à peu près un quart qui sont des consultantes, hein, donc qui vendent leurs prestations spécialisées sur ce sujet, avec une majorité, une toute petite majorité de consultantes en freelance. Alors, un des enseignements de notre enquête, de manière générale, et qui ressort notamment dans ces premiers résultats, c'est que le monde de la RSE est un monde professionnel hiérarchisé, hein, qui est en pleine croissance, qui se diversifie et qui est traversé par des clivages hiérarchiques. Vous voyez que nous avons distingué, en fait là, ça correspond à des intitulés hiérarchiques qui sont déclarés par les répondants et répondantes, donc disons en bas de la hiérarchie, ce qui correspond évidemment aussi à une étape dans la carrière. Hein. Il y a une corrélation avec l'âge moyen des répondantes et des répondants. Vous avez des chargés d'études, stagiaires qui sont en tout début de carrière généralement. Ensuite, chargés de mission, chef de projet, responsable, directeur, directrice. Vice President, on ne l'a pas mis parce qu'il n'y en a aucun qui a répondu au questionnaire, et Senior Vice President, une toute petite minorité. Donc, vous voyez quand même que les principaux et principales répondantes de cette enquête, ce sont des personnes qui ont un statut égal ou supérieur à responsable, hein, donc finalement quand même assez élevé dans l'organisation, mais qui n'ont pas atteint, disons, voilà, les fonctions dirigeantes les plus valorisées symboliquement et matériellement dans les organisations. Donc voilà, nous avons distingué recodé ces niveaux organisationnels hiérarchiques et distingué cadre junior, cadre intermédiaire, responsable et cadre dirigeant et dirigeante. Et vous verrez qu'on va ensuite utiliser ces catégories pour analyser d'autres données du questionnaire. Alors, je vais terminer par cette diapositive sur la mixité. Hein. Donc, vous le savez, sans doute, c'est un champ professionnel qui est fortement féminisé, en tout cas exercé en majorité par des femmes, hein, 72% dans notre population enquêtée. Ce qui correspond à peu près d'ailleurs aux chiffres qui sont trouvés, qui sont mis en évidence par les enquêtes des professionnels, notamment Burdeo. C'est assez documenté, c'est un champ qui, à mesure qu'il s'est développé, s'est féminisé en fait au cours des 10 dernières années. Et vous voyez la diapositive de droite qui montre d'abord, premier constat, que les femmes sont majoritaires à tous les échelons, hein, de la hiérarchie, mais on constate que voilà, qu'il y a une majorité, que les hommes sont plus nombreux, ils sont toujours minoritaires, mais ils sont quand même plus nombreux au niveau cadre junior, et puis après ça décroche.
immédiatement après au niveau cadre intermédiaire. Donc l'hypothèse qui mérite d'être confirmée, c'est que finalement de jeunes hommes sortis de diplômes, d'écoles, etc. vont commencer leur carrière sur ce type de fonction, et puis vont ensuite bifurquer vers d'autres fonctions peut-être plus ordinaires du monde des cadres, peut-être avant de revenir à un niveau plus élevé, je ne sais pas, on n'en est pas encore à ce stade de l'analyse. En tout cas, ce qu'on voit au niveau des 3 barres supérieures du graphique, c'est quand même l'existence ce qu'on peut appeler un escalator de verre, hein, c'est un terme qui est consacré dans la littérature sociologique, hein, qui est un petit peu une variation du plafond de verre, hein, qui décrit en fait le fait que dans des professions qui sont en majorité exercées par les femmes, il y a une espèce d'effet d'aspiration des hommes aux fonctions les plus élevées du champ professionnel. Et même si les hommes demeurent minoritaires dans ces fonctions plus élevées, ils sont surreprésentés et leur proportion augmente à mesure qu'on s'élève dans cette hiérarchie. Voilà, je vais passer la parole à Antoine Machu. Merci Laure. Je vais en venir un peu aux enseignements de l'enquête, notamment sur le marché du recrutement dans ce monde de la RSE. Bon, alors sans surprise, c'est un monde de cadres, donc c'est un monde très hautement diplômé. On a 96% de nos répondantes et de nos répondants qui ont au moins 4 ans d'études après le bac. Ensuite, pour le reste, il faut garder en tête pour interpréter nos résultats que les caractéristiques que vient de présenter Laure de la population enquêtée, et en particulier notre définition très large de la RSE, et notamment le fait qu'on va au-delà des frontières du développement durable. Donc, ce qu'on voit sur le graphique de gauche, c'est que les cursus universitaires initiaux sont majoritaires, hein. On a 39% de notre population enquêtée qui a suivi ce type de cursus, devant les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs notamment. Mais l'enseignement quand même sans doute principal de ce graphique, c'est que pour la majorité des cadres, c'est-à-dire 60% d'entre eux, en fait, ils ont suivi une formation dans des écoles de commerce, d'ingénieurs ou les instituts d'études politiques, plutôt qu'à l'université publique française en réalité. Du point de vue des spécialisations, donc là on se situe sur le graphique de droite, là, le cursus le plus fréquent proportionnellement, ce sont les sciences humaines et sociales, pour 24% de notre échantillon, mais qui recouvre en fait plein de sous-disciplines, donc l'histoire, la sociologie, la philosophie. En fait, généralement, ce sont des cursus assez généraux qu'on suit dans les universités, dans les instituts d'études politiques. Mais ce qu'on voit en fait aussi, c'est que les sciences de gestion, enfin les cursus gestionnaires sont en fait assez majoritaires. Si on regroupe la gestion et les cursus en marketing, communication, on a en fait un peu plus de 30% d'échantillons. Et suivent juste après les sciences, disons, cursus techniques, les sciences de l'ingénieur et les sciences de la nature ou formelle, qui rassemblent 28% de la population enquêtée. Bon, la dernière chose qu'on peut dire là-dessus, c'est la marginalité des formations juridiques. Donc vous voyez qu'elles sont tout en bas, hein, qu'elles rassemblent un peu moins de 7% des enquêtés. Bon, dans le volet qualitatif de l'enquête, hein, dans les entretiens qui ont été faits avec les professionnels de la RSE, on voit que les personnes les plus, disons, qui ont un cursus de juriste, sont souvent dans des fonctions de devoir de vigilance et de droits humains, donc assez cantonnées, disons, à ces spécialités-là. Alors, maintenant, si on regarde notre échantillon du point de vue de l'âge, la moyenne d'âge des personnes qui ont répondu à notre enquête est de 41,8 ans, très exactement. Mais vous voyez qu'il y a une diversité très importante, hein, d'échantillons. Du point de vue de l'âge, on a pas mal de personnes qui ont un peu plus de 20 ans, et puis on a même une personne, vous voyez, tout à droite, qui a 75 ans, qui a répondu à l'enquête. Et on a 50% des personnes qui ont plus de 43 ans. Alors, pour information, la moyenne d'âge des cadres, de la population des cadres en général, selon l'INSEE, elle est de 43,7 ans, c'est-à-dire 2 ans de plus que ce qu'on observe là. Donc, on a un groupe professionnel plus jeune que la moyenne des cadres. Ce qu'on peut expliquer par l'importance des personnes diplômées, enfin nouvellement diplômées dans notre échantillon. Donc ça traduit sans doute le fait que ce sont ces personnes-là qui sont un des moteurs principaux de l'augmentation numérique des professionnels de la RSE aujourd'hui en France. Ça traduit aussi, bien sûr, les canaux de diffusion qu'on a utilisés, puisqu'on est passé par des réseaux alumni, d'écoles, de formations spécialisées qui nous ont permis aussi de capter ces profils-là. Et ça traduit aussi peut-être aussi une logique de carrière dans laquelle, quand on arrive à la RSE, on y arrive assez vite dans la carrière.
même si c'est loin d'être la seule réalité. C'est ce qu'on va voir sur la diapo d'après, où là, ce qu'on voit, c'est la distribution de notre échantillon par année du premier poste en RSE, et qui n'est pas équivalente à l'année du premier poste tout court de la carrière, puisque les personnes sont arrivées en moyenne en 2005, sont entrées sur le marché du travail en 2005, enfin, en tout cas ont obtenu leur premier poste cette année-là, mais elles n'ont eu leur premier poste en RSE qu'en 2016, donc 10 ans plus tard. Alors, ce qu'on voit sur ce graphique, la chose frappante, évidemment, c'est ce pic très, très net à partir de 2020, hein, pour les 3 années 2020, 2021 et 2022. Alors après, il y a ce qui semble être un décrochage net en 2023. En réalité, ce n'en est sans doute pas complètement un, tout simplement parce que notre enquête a été diffusée cet été. La majorité des personnes y ont répondu au début de l'été et a été ouverte enfin, jusqu'à septembre. Donc, on n'a qu'une demi-année, d'une part, et vous voyez que même si on n'est que sur une demi-année, on a plus de personnes en 2023 qu'en 2019, par exemple. Bon, alors sans doute qu'il faut relativiser ce pic parce que la période 2020-2022 a été une période de surchauffe générale sur le marché des cadres. Donc, il y a eu une augmentation des flux de recrutement en général, et c'est difficile de démêler ici ce qui est spécifique au champ de la RSE. Mais si on dézoome un peu de ces 3 années-là, on voit quand même certaines tendances intéressantes sur le long terme et qui sont, pour le coup, spécifiques au secteur de la RSE, qui sont l'effet de la législation sur les pics de recrutement. Donc, si on regarde en 2001, par exemple, il y a un petit pic qui correspond à l'adoption de la loi NRE en France. Le pic de 2017, c'est l'année de la traduction en droit français de la DPEF. Et puis, en 2021, c'est l'adoption de la loi climat et résilience. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a aussi l'anticipation de l'application de la CSRD en droit français. Ça, sans doute qu'on y reviendra dans la discussion. Voilà. Alors, sur les secteurs dans lesquels travaillent ces professionnels, bon, la chose claire sur le graphique de gauche, c'est que c'est des secteurs extrêmement variés, comme vous pouvez le voir, mais qu'il y a quand même une domination assez importante du secteur de la finance. Vous voyez que la proportion de ce secteur est 2 fois plus importante que le secteur qui arrive juste après. Ce qui est un écart important en fait. Bon, ça confirme les résultats d'autres études qui font état du fait que les entreprises du secteur de la finance dépensent davantage dans les fonctions et les programmes RSE, ce qui fait écho à l'importance des fonctions de conformité dans ces entreprises qui sont très régulées, ce qui fait écho aussi à l'essor de la finance ESG et de la finance durable. Et bien sûr, ce qui fait écho aussi à l'importance des enjeux de réputation et dans ce secteur qui a été fortement ébranlé depuis la crise financière de 2008. Alors, sur le graphique de droite, on voit que les professionnels de la RSE travaillent dans des entreprises de taille très variée. Il y a notamment la présence notable d'une proportion relativement importante, 17% environ d'entreprises de moins de 50 salariés. Alors, ce qui correspond ici, en fait, aux consultants et aux consultantes qui ont répondu à notre enquête, qui représentent 20% de l'échantillon, et qui sont pour beaucoup, en fait, dans des cabinets de consultants de taille moyenne. Voilà. Alors, si on se situe à l'autre bout du graphique, tout en haut, on voit qu'on a 30% des salariés qui travaillent dans des grandes entreprises au sens de l'INSEE, c'est-à-dire des entreprises de plus de 5000 salariés. Donc, c'est la face la plus visible à laquelle on pense spontanément sans doute quand on pense au champ professionnel de la RSE, mais vous voyez qu'il y a c'est loin d'être la seule. 30%, c'est pas tant que ça finalement. Ce qui est majoritaire en réalité, c'est les entreprises des PME et des ETI, donc les entreprises de moins de 5000 salariés qui représentent plus de 50% de l'échantillon. Alors, on ne peut pas distinguer ici entre les PME et les ETI parce qu'on ne distingue pas en dessous et au-dessus de 250 salariés, ce qui est une des moyens de distinguer les deux. Donc, sans doute que Caroline Renout là, aura des éléments à ajouter sur l'importance des ETI dans les flux de recrutement des professionnels de la RSE. Alors, j'en arrive bientôt à la fin pour ma part, pour dire qu'on a aussi dans ce questionnaire posé un certain nombre de questions sur le rapport au travail, sur les activités concrètes des professionnels de la RSE. Et on proposait notamment de classer certaines thématiques qu'on proposait parmi les plus centrales dans le travail. Donc, les répondantes et répondants pouvaient en classer 5, je crois, de mémoire, dans l'ordre, de la plus importante à la plus centrale à la moins centrale.
Et ce qui nous permet aussi en fait de saisir les types de profils qui ont été attirés, enfin qui ont choisi de répondre à un questionnaire par rapport à ceux qui ont choisi de ne pas répondre. Et bon, une fois n'est pas coutume, on va commencer par discuter de ce qu'on ne voit pas sur ce graphique et on ne voit pas le mécénat. Voilà, donc ça, ça traduit sans doute le fait qu'on n'a pas capté ces professionnels-là qui, malgré notre amorce large hein, dans la définition de la RSE, ces professionnels ne s'identifient pas professionnellement à ce monde de la RSE. Alors peut-être aussi sans doute qu'ils et elles sont très concentrés dans des grandes entreprises ou dans des fondations et qu'elles sont pas si nombreuses que ça. Mais à l'inverse, on voit que, par exemple, les professionnels de la finance apparaissent assez fréquemment dans ce graphique, donc s'identifient, elles, dans ce monde-là. Et puis, bien sûr, on a la domination très nette de la thématique de l'environnement parmi les thématiques les plus centrales. Et c'est encore plus frappant quand on regarde ce qu'on n'a pas fait apparaître là, la thématique centrale qui était classée numéro 2, ce qui suggère que même parmi les autres activités et spécialités, l'environnement arrive assez vite comme une thématique centrale. Et un mot de la logique organisationnelle, plutôt de la RSE, dont on voit qu'elle est plus inscrite organisationnellement dans les entreprises, hein, qu'il y a 90% ont un département RSE dans leur organisation. C'est aussi très fréquent dans les administrations publiques et les syndicats, mais il y a quand même une différence assez nette. Et je termine par donc les thématiques qui sont traitées par les départements. Et on voit là sur ce graphique assez clairement que la logique organisationnelle recoupe ce qu'on a vu dans la logique d'activité et de métier des professionnels de la RSE, avec l'environnement qui est la thématique de loin la plus fréquemment traitée par ces départements. Et le mécénat qui arrive tout en bas, mais qui est quand même relativement fréquent. Hein, 17% des départements traitent de ce genre de choses, donc ce qui va dans le sens de ce que je disais juste avant, qu'il y a quand même des professionnels du mécénat, mais qui ne se sont probablement pas identifiés à la RSE, même au sens large. Là, je précise juste, parce que je ne l'ai pas dit sur le graphique, qu'on fait probablement un zoom ici sur les grandes entreprises qui sont celles qui ont le plus de moyens pour développer des départements RSE. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole pour terminer à Élise. Merci beaucoup Antoine. Alors moi je vais terminer cette présentation en présentant une des spécificités de ce questionnaire qui était d'interroger les professionnels de la RSE sur leur propre conception de la RSE, leur représentation, voir un petit peu comment est-ce qu'ils définissaient ce concept, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux et comment ça se concrétise dans leurs valeurs et représentations. Alors, là encore, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par ce qui ne se voit pas, ou plutôt par ce qui n'en est pas. Et cette première slide, elle interrogeait les enquêtés sur ce qui, pour eux, n'était pas de la RSE. Comme on a une définition, on vous l'a dit dès l'introduction, très large de la RSE, parce que justement, on voulait capter l'ensemble de cette population au pourtour un peu flou, on voulait savoir aussi s'il y avait des choses qui n'étaient pas de la RSE pour les gens qui se considèrent comme professionnels de la RSE. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que certains d'entre vous vont être surpris, je pense, de voir certains items arriver. Par exemple, vous voyez ESG, notation extra-financière, arrive à 4,5%. Achat, chaîne d'approvisionnement à 4,8, finance responsable, investissement durable 4,8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce grand ensemble de la RSE, il y a quand même des spécificités et selon là où on est dans l'ensemble, on va dire le mécénat pour moi c'est pas de la RSE parce que je fais autre chose, mais si on est dans le mécénat on va dire pour moi d'autres pans de cet ensemble n'est pas. Donc on voit qu'il y a quand même des spécialisations à l'intérieur de ce grand espace professionnel. Maintenant on a quand même des résultats un petit peu plus nets, notamment sur les premiers chiffres. Vous voyez que l'alerte n'est pas de la RSE à 15,2%, la lutte anticorruption n'est pas de la RSE à 14,1% pour ces professionnels. Et là, on voit effectivement qu'on a des domaines qui sont de l'ordre du juridique et on voit que si les frontières sont floues, une des frontières un peu fermes où il n'y a pas de porosité, où là, on est sûr qu'on n'est pas sur les mêmes pratiques professionnelles, où on ne se définit pas de la même manière, ça va plutôt être avec certains pans particuliers du droit et notamment des formes de compliance.
On voit ensuite effectivement des choses assez précises comme hygiène, santé et sécurité au travail, prévention des risques psychosociaux qui sont là aussi à la frontière, alors c'est pas la même frontière, mais à la frontière avec des éléments juridiques, idem pour le harcèlement. Deuxième slide sur ces représentations de la RSE, nous on s'est posé une question sur la dénomination, c'est-à-dire comment est-ce qu'on appelle cette RSE, parce qu'encore une fois, nous on en a une conception très large et l'objectif était de saisir ces pourtours un petit peu mouvants et de voir comment est-ce qu'on argumentait, légitimait et comment est-ce qu'on nommait aussi la RSE. Donc à la question selon vous, parmi les termes suivants, lesquels désignent en général les initiatives les mieux liées aux responsabilités sociales et environnementales des entreprises, on avait 4 propositions, RSE, CSR, Sustainability, Impact et Engagement. Alors, vous voyez que la RSE est quand même assez majoritaire, notamment chez les cadres juniors, chez les plus jeunes. Elle est quand même aussi assez importante quand on monte dans la hiérarchie. Ce qu'on peut faire comme hypothèse, c'est peut-être de dire que pour entrer dans ce monde professionnel-là, il faut rentrer en RSE. Et que d'abord, on se met d'accord sur ce grand ensemble un peu flou pour ensuite, après, se spécialiser ou aller revendiquer une vision plutôt qu'une autre, selon la position dans laquelle on est dans les organisations. Et on voit que s'il y a quand même un accord sur la RSE, il n'est pas complètement établi. On voit que pour les consultants, on a un bon tiers RSE, mais aussi un bon tiers Sustainability. De la même manière, les cadres dirigeants, les responsables, donc les niveaux les plus hauts, revendiquent aussi cette notion de Sustainability. Là, on peut se poser la question de l'internationalisation de ces professionnels. Est-ce que parce qu'ils sont consultants, est-ce que parce qu'ils sont cadres dirigeants, ils revendiquent plutôt Sustainability que RSE ou CSA? On voit aussi, selon les positions hiérarchiques, que l'engagement et l'impact peuvent venir challenger un petit peu ces termes. Là, on a proposé ces termes-là, mais je suis sûre que vous, dans votre pratique aujourd'hui au quotidien, il y a de nouveaux termes qui arriveraient et qui peuvent tout à fait vous sembler importants. Je pense que le résultat qui me semble important de souligner ici, c'est bien qu'on a à la fois un dénominatif commun sur lequel on se met peu ou prou d'accord pour justement rentrer et dire qu'on est d'accord à peu près sur ces dénominations-là et qu'une fois qu'on s'est mis d'accord, on peut aller spécifier et défendre des visions un petit peu plus fines et différentes. La slide suivante est une slide qui me paraît particulièrement intéressante en termes de résultats, sur laquelle je vous invite à rebondir dans les questions. On a posé aux enquêtés une question sur la manière dont ils voyaient la réglementation. Donc, à la question, plusieurs lois à l'échelle nationale ou de l'Union européenne encadrant les stratégies initiatives RSE des entreprises, laquelle des propositions suivantes se rapproche le plus de votre opinion? Et on avait 3 propositions. La réglementation RSE est insuffisante, qui en moyenne arrivait à 63%. Donc, pour la majeure partie des professionnels, c'est insuffisant. La réglementation est satisfaisante pour 25%. Et la réglementation est excessive pour 4% seulement. Qu'est-ce qu'on voit sur cette slide? Et là, je pense que c'est un résultat fort. On voit que pour les cadres juniors, 100% d'entre eux pensent que la réglementation est insuffisante. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que dans les niveaux opérationnels, pour les professionnels qui sont obligés de mettre en place concrètement des pratiques, des stratégies, eux, effectivement, sont en demande de plus de réglementation. Et on voit quand même que le rejet de la réglementation, contrairement à il y a 20 ans, où la réglementation s'était repoussée parce que la RSE devait rester quelque chose de volontaire, ça, on est passé à une nouvelle phase dans le développement. La slide suivante porte sur la vision que ces professionnels ont des ONG et des militants. De nos jours, les associations et ONG critiquent publiquement les grandes entreprises ou appellent à des actions comme le boycott. Laquelle des propositions suivantes se rapproche le plus de votre opinion à ce sujet? Leurs critiques sont utiles et leurs actions efficaces, donc une vision positive du monde des ONG et des associations, utiles et efficaces 59% en moyenne.
Leurs critiques sont utiles, mais leurs actions inefficaces, voire contre-productives. Donc, pas de rejet de ce monde-là, mais des dissonances en termes d'actions pratiques. Là, on est à 35% en moyenne. Et par contre, leurs revendications sont déconnectées de la réalité de l'entreprise, en moyenne 6%. Alors, là, on a spécifié par rapport, encore une fois, au niveau hiérarchique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce rejet du monde des ONG, des associations, des parties prenantes d'une manière générale, il n'est pas là, hein, au contraire. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant en termes toujours d'espace social de la RSE. Ça veut bien dire que c'est un monde de l'entreprise, ça Antoine l'a dit, c'est un concept d'entreprise qui s'implémente dans des départements d'entreprise avec des thématiques spécifiques, mais c'est aussi un monde professionnel dans lequel on a beaucoup d'interdépendance, de relations, de contacts, de collaboration, de revendications, parfois même aussi un peu de conflits, mais où ça discute, et ça discute entre gens différents. Et là, on le voit concrètement. Et ces discussions, elles font avancer, et on voit d'ailleurs que les critiques sont utiles et efficaces pour les consultants, qui sont peut-être ceux qui voyagent le plus dans tous ces différents univers de fait des différentes missions, mais aussi pour le reste, et notamment pour les cadres dirigeants ou les responsables qui ne sont pas complètement en rejet du monde des associations et des ONG. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. J'espère que effectivement l'aspect quelles sont les représentations et les conceptions de la RSE que se font les professionnels de ce milieu, et aussi comment est-ce qu'on peut délimiter les pourtours de cet espace social vous sont un petit peu plus nous ont un petit peu parlé au cours de nos présentations. Si jamais vous n'avez pas répondu au questionnaire, je vous en prie, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur le lien que Héloïse Belmont vient de mettre dans la conversation, ou en utilisant le QR code qui est présent sur ces slides. Voilà, merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à Caroline et Sébastien. Donc, on va avoir une partie prospective avec Caroline et Sébastien. Je passe à la slide de... Ah oui, pardon. Tout d'abord, votre retour d'expérience sur l'étude qui vient d'être menée, et ensuite une évolution du marché de demain. Voilà, parole à vous. Merci beaucoup déjà. C'était vraiment hyper intéressant. Moi qui suis sur le sujet depuis bientôt 15 ans, je veux dire que globalement, je partage d'un point de vue terrain ce que vous avez pu dire. Peut-être ce que je voudrais mettre en évidence, c'est vous avez indiqué à un moment donné que c'est à partir de 2016 qu'il y a eu une explosion des postes. Moi, c'est ce que j'ai constaté également pour Burdeo. Et 2016, c'est quoi? C'est après la COP21, les accords de Paris. Et ça a été vraiment un marqueur pour moi de la professionnalisation de ces métiers. Avant, c'est beaucoup des gens qui se mettaient sur ces sujets parce que ultra engagés, ultra pionniers, et ce sentiment d'avoir un parcours atypique. Et je pense que toutes les premières années, les candidats qui s'adressaient à Burdeo me disaient « moi j'ai un parcours atypique ». Maintenant, c'est quand même de moins en moins le cas, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a plus de parcours qui commencent vraiment à se dessiner. Après, sur la définition de la RSE, ce qui est assez amusant, c'est que on n'arrive pas à dire c'est quoi un professionnel de la RSE. En même temps, quand on est un professionnel de la RSE, on sait qu'on est un professionnel de la RSE, et on n'est pas rejeté par les autres professionnels de la RSE qui disent non, non, toi, t'es pas un vrai, etc. Aussi parce que ça dépend beaucoup des secteurs d'activité. Dans certains secteurs d'activité, c'est certaines compétences qui seront plus importantes que d'autres. Ce qui m'amène quand même à un sujet qui relie aussi beaucoup les professionnels de la RSE, et vous l'avez dit, Élise, à la fin, c'est ce qu'on appelle le dialogue partie prenante. Et la particularité peut-être majeure de cette population, je trouve, c'est cette capacité à travailler en collaboration, en coopétition. Enfin, il y a une solidarité même entre professionnels de la RSE, qu'on soit dans des ONG, dans des entreprises, etc., que moi je trouve très forte.
Après, moi, les deux questions qu'on me... Ah oui, et puis si, explosion du sujet depuis les 3 dernières années, donc on le voit dans vos graphiques, mais c'est quand même hyper clair. Sur le contenu d'émission, je laisserai plutôt Sébastien en parler, mais évidemment, en France notamment, on est quand même très avancé sur les sujets environnementaux, et c'est ceux qu'on met vraiment en avant. Les questions, moi, il y a deux questions qu'on me pose énormément aujourd'hui, et même les DRH, parce que bon, c'est les directeurs des ressources humaines, ça doit faire 2-3 ans qu'on a des contacts réguliers avec eux. Avant, ils s'intéressaient quand même beaucoup moins au sujet. Donc, les deux questions, c'est quelle formation il faut faire et quelle est l'organisation qu'il faut pour une RSE performante. Après, en signal faible que je vois, mais qui commence vraiment à être des signaux forts, c'est l'évolution au niveau de la gouvernance et l'implémentation dans les métiers. Donc, au niveau de la gouvernance, notamment, il y a le code AFEP-MEDEF qui recommande depuis l'année dernière qu'il y ait un administrateur dans le conseil qui porte ces sujets. S'il y a un administrateur qui porte ces sujets, ce que ça veut dire en face, c'est qu'on va faire remonter le directeur RSE au niveau du COMEX. Donc ça, c'est des choses qu'on voit. Le directeur financier aussi, qui, notamment avec la CSRD, est de plus impliqué sur ces sujets. Et l'intégration dans les métiers. Alors, l'économie circulaire, selon les secteurs d'activité, ça va être dans les directions marketing, les directions supply aussi s'équipent de plus en plus sur ces sujets. Voilà, et je laisse la parole à Sébastien. Merci Caroline. Alors, je pense que aussi, si on découpe le sujet en deux parties, si je regarde d'abord ce qui s'est passé par le passé, mon sentiment, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont rejoint, en fait, comme tu le dis, Caroline, en fait, des gens qui ont rejoint les équipes RSE, qui n'étaient pas formés, qui avaient une appétence pour le sujet, mais que les directeurs RSE ont formé, ont intégré et ont fait monter en compétences. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu. On pouvait recruter en interne, principalement. C'était principalement ça le sujet. Il y a beaucoup de directeurs RSE qui sont issus de la promotion interne. Et donc, ça a été en fait un champ assez important de recrutement interne, de mobilité, ou alors de recrutement de juniors. Donc, il y a eu toute cette phase-là qui a eu lieu précédemment, et en effet sur des thèmes qui étaient extrêmement variés. Ça pouvait être de l'environnement, évidemment, mais ça pouvait couvrir des éléments divers et variés, la diversité, l'inclusion, les droits humains, la gouvernance. Voilà, donc ce que traduit un peu l'étude, qui est finalement, il y a beaucoup de sujets, on parle aussi du mécénat, ce que c'en est, ce que ça n'en est pas, et ces sujets-là sont en train de monter en maturité. Ce qui m'amène en fait fondamentalement à la phase dans laquelle on est en train de basculer, qui est que maintenant les attentes étant beaucoup plus importantes, les réglementations étant beaucoup plus importantes, on va avoir deux choses. Une professionnalisation, c'est-à-dire qu'on va chercher des experts. Alors, ils ont déjà été plus ou moins nommés dans les grandes entreprises, un expert climat, un expert eau, un expert diversité, un expert inclusion, un expert engagement. Voilà, donc on va rentrer en fait sur ces dimensions-là. On va chercher maintenant des postes avec des qualifications, ou alors on va qualifier des gens. Voilà. Alors je vous donnerai juste deux exemples, c'est-à-dire que la mise en place de la CSRD, ce qu'il fallait que vous ayez dans votre équipe, c'était un juriste, voilà, capable de traiter tous les documents. Une fois que cette vague-là va être passée, est-ce qu'il va falloir pérenniser en fait cette fonction, ou alors vous allez plutôt basculer sur le mode d'exécution, c'est-à-dire que dans la nouvelle réglementation, il faut bien adresser des problématiques d'économie circulaire ou de pollution. Et là, il va falloir en fait des gens qui vont porter les sujets. Puisque on est face à quoi? On est face à une réglementation qui définit la RSE, puisqu'elle définit c'est quoi le E, c'est quoi le S, c'est quoi le G. Alors ensuite, vous pouvez rajouter des sujets accessoires, mais le cœur imposé, ce sur quoi vous êtes attendu, ce sur quoi vous allez être obligé de prendre des engagements, ce sur quoi vous êtes obligé de mettre des plans d'action en place, c'est sur 3 dimensions. Et le sujet va plus loin, c'est-à-dire qu'on a même défini qu'est-ce qu'il y avait dans le E. Donc dans le E, il y a la pollution, il y a l'eau, il y a l'économie circulaire, il y a le climat, etc. Et sur le S, de la même manière, on a défini tout ce qu'il y avait dedans,
ça concerne les collaborateurs au sein de l'entreprise, ça concerne les intervenants à l'extérieur de l'entreprise, et ça concerne aussi toutes les problématiques dans le G des relatifs en fait à l'éthique. Donc on voit bien qu'on est passé d'une phase qui était moindrement structurée, avec des profils qu'on a adaptés en fonction du besoin de l'entreprise, en fonction de la perception, de l'ambition qu'on avait sur le sujet de la RSE. Et là, on va basculer dans un monde qui est beaucoup plus structuré, dans lequel les périmètres et les contenus sont définis, sur lequel on va du coup être mesuré. Voilà. Et pour ce faire, il va falloir adapter les organisations et il va falloir adapter les profils. Donc, il va falloir faire monter en compétence des experts. Alors, ça ne va pas se faire que par du recrutement externe. On va commencer par réallouer les ressources en interne, les faire monter en compétences. Mais demain, vous pouvez imaginer que au-delà du directeur RSE, il y aura un marché des experts climat, un expert de l'eau, un expert de la pollution, des rejets, un expert de l'économie circulaire. Et c'est bien ces gens-là qui vont avoir à définir en fait la feuille de route, définir les plans d'action et derrière, en fait, qui seront mesurés et qui seront amenés à présenter leur plan au niveau des conseils d'administration. Voilà, donc je pense que donc là, l'étude, à mon avis, est très intéressante parce qu'elle fait bien la photo de cette phase qui est comment la RSE s'est construite, comment elle a maturé au cours des 10 dernières années. Et là, avec la réglementation qui arrive, on peut espérer voir en fait une nouvelle phase commencer avec un niveau de professionnalisation, un niveau d'organisation en fait qui va être singulier. Ok, merci. Sébastien, peut-être juste pour compléter ce que j'ai pas dit, et notamment c'était une de vos questions, qui recrute? Donc effectivement, au départ, c'était vraiment des sujets de grandes entreprises, puisque c'est la loi NRE qui a lancé les premiers recrutements. Il y a aussi eu toujours des cabinets de conseil et des consultants. À partir de 2016, donc suite aux accords de Paris, et encore plus depuis 2019, là, on commence vraiment à voir des ETI et des grosses PME qui recrutent. Pourquoi elles recrutent sur ces sujets? À la fois celles qui recherchent des financements dans les fonds d'investissement, etc. Ce sont les fonds d'investissement qui poussent beaucoup ces sujets-là. Et puis les grandes entreprises qui sont aussi des donneurs d'ordre, souvent pour ces ETI. Maintenant, dans les process achats, ça devient des éléments très importants, donc ça favorise. Et puis pour compléter ce que disait Sébastien par rapport aux experts et par rapport aux profils nécessaires, c'est clair qu'il faut à la fois des experts, comme Sébastien disait, et aussi des gens qui savent conduire le changement en interne, qui connaissent bien le métier, qui connaissent bien le business, qui connaissent bien le secteur d'activité. Et c'est pour ça que voilà, dans l'idéal, on a dans une direction RSE, on a un mélange de gens qui viennent de l'interne et de gens qui viennent apporter une expertise de l'externe. Super, merci. Est-ce que vous avez un retour en prospective du coup sur l'évolution du marché demain? Est-ce que vous pouvez ajouter, Sébastien, Caroline, des éléments? Moi je pense que comme je le disais, hein, il y a une évolution de la gouvernance, c'est-à-dire que ça s'intègre dans toutes les strates de la gouvernance, donc du conseil d'administration jusqu'au niveau opérationnel, en passant par les COMEX et le middle management. Qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu. Globalement, il y a une stratégie qui est définie. Le vrai enjeu, c'est vraiment le fait que ce soit opérationnel. Pour que ce soit opérationnel, il faut que les gens dans les différents métiers soient formés sur le sujet. Donc, c'est aussi pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on a cette question qui revient tout le temps. Quelles sont les formations à faire? Parce que le vrai enjeu, c'est que les gens qui sont à la tête des business units, qui sont à la tête des services, des produits, puissent intégrer tous ces process dans ce qu'ils font. Après, je pense que pour les directions financières, alors là, on n'est même plus dans la prospective, mais l'importance du reporting extra-financier de la CSRD fait que un financier qui sait pas ce que c'est que la CSRD, je vois pas comment il va pouvoir continuer à faire son job demain. Et puis après, le vrai enjeu, c'est aussi de faire évoluer la rémunération
des dirigeants et des managers parce que on peut pas dire à un manager fais de la RSE si il est seulement évalué sur le nombre de pots de yaourt qu'il va vendre. Donc là, les choses évoluent, mais encore voilà, petit à petit. Sébastien, vous voulez compléter? Oui, je pense que si j'essaie de me projeter sur les postes, je pense que la tendance actuelle va montrer que les besoins assez rapidement vont se tourner sur les problématiques de données, d'accord? Sur des gens qui vont être capables de gérer la donnée. Alors, il y a une question qui est est-ce que ça va finir un peu à la finance ou pas? La vérité, c'est qu'il faudra quand même des gens qui sachent gérer de la donnée qui est extra-financière et pas que financière. Donc là, on peut s'attendre fondamentalement à une montée en puissance de postes sur ces sujets-là, à voir si c'est de l'interne ou si c'est de l'externe, mais ça, il me paraît celui-là incontournable. Avec, il y aura très certainement aussi des postes d'administrateurs fonctionnels sur les applications pour pouvoir gérer en fait les applications et gérer les plans d'action, faire les suivis. Voilà, donc ça vous donne un premier niveau. Après, je pense qu'il y a un deuxième niveau qui est le responsable en fait RSE achat, c'est-à-dire celui qui va piloter tous les fournisseurs et s'assurer que les fournisseurs, au-delà des quantités produites, des quantités achetées et des prix, a des émissions de CO2 qui sont cohérentes. Donc là aujourd'hui, je prends juste un exemple de cette année, il y a Carrefour qui a nommé un directeur RSE achat, fournisseur. Voilà. Donc ouais, c'est un vrai indicateur. Ça veut dire qu'il faut bien piloter ses émissions de CO2 côté fournisseur. Et puis, troisième élément, au-delà de tous les experts que j'ai déjà mentionnés, la dimension vente. Aujourd'hui, si vous discutez avec quelqu'un qui fait de la restauration collective, il vous dit, c'est assez simple, pour gagner un appel d'offres, bah, si vous n'avez pas de directeur RSE avec vous, un responsable RSE, bah, ça ne marche pas parce que les critères de sélection des sujets, les critères RSE dans un appel d'offres de restauration collective, hein, que ce soit en entreprise ou ailleurs, c'est 30%. Et pour les JO, c'était 50%. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous pensez dans certains secteurs que vous allez pouvoir continuer à faire de la vente sans RSE, ouais, il y a certains secteurs sur lesquels ça va être compliqué. Donc, ça veut dire que oui, alors c'est pas vrai pour toutes les entreprises, hein, évidemment, c'est pas vrai pour tous les produits et les services, mais vous voyez que c'est des choses, il y a 2-3 ans, on n'en parlait pas. Voilà, mais donc ça veut dire il va bien être falloir, dans un certain nombre de cas, de repackager un certain nombre d'offres, intégrer dans les offres et dans les produits la dimension RSE et des gens qui soient capables de manipuler ces sujets pour les expliquer potentiellement à leurs clients. Et de la même manière, on doit faire la même chose côté fournisseurs, c'est-à-dire s'assurer que les fournisseurs, ce qu'ils nous vendent, ça correspond bien en fait à nos enjeux RSE. Et avec ça, je vous ai donné 3 profils de plus sur lesquels je pense que ça va progressivement monter en compétences. Il ne faut pas perdre de vue que là, on n'adresse que les grandes entreprises dans la vague 1 de la réglementation européenne, mais que, comme le disait Caroline, les entreprises qui sont dans la vague 2 sont aujourd'hui en train de se positionner, de faire des recrutements, et ensuite vous aurez la vague 3. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à les envoyer dans Q et R en bas de votre écran pour que ce soit plus simple à traiter. Mais je vois une dernière question là qui vient d'arriver. Il me semble que dans certaines structures, notamment publiques, dans le cadre des marchés publics, il y a des obligations à suivre en matière d'engagement RSE, économie circulaire, émission de CO2. Je pense que c'est en écho à ce que Sébastien vient de dire. Par ailleurs, sur la gouvernance, s'agissant d'avoir à terme une information auditable et une veille pour la gouvernance similaire à celle qui existe pour l'information financière, pensez-vous qu'il peut y avoir un renforcement des secrétariats des conseils dans les grandes entreprises avec des compétences RSE? C'est par rapport à ce que tu disais sur la gouvernance. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. En fait, dans l'idéal, il faudrait que dans le conseil d'administration, tout le monde ait un minimum de compétences de base sur les sujets de RSE. Quand on veut devenir administrateur aujourd'hui, il faut avoir un minimum de base en finance. Bah, c'est pareil en RSE, et il y a de plus en plus de conseils d'administration aussi qui sont sensibilisés et formés à ces sujets. Et quel lien faites-vous entre RSE et ESS? Je ne sais pas si ça a été traité dans le questionnaire.
Alors, dans le périmètre, on n'a pas exclu en fait les organisations de l'ESS, mais il se trouve que c'est plutôt des répondants qui sont ultra minoritaires parmi les personnes qui ont répondu, justement, qui sont identifiées à ce sigle. Moi, je voudrais juste rebondir par rapport à plusieurs questions qui ont été posées sur la définition de la RSE. Est-ce que le mécénat, ça fait partie de la RSE? Est-ce que la fonction RH fait partie de la RSE? Donc, nous, on a une approche sociologique, c'est-à-dire qu'on considère que la RSE, c'est une construction sociale et que ces frontières sont pas fixées, gravées dans le marbre, et de toute façon, c'est pas dans notre rôle d'imposer une définition normative de la RSE. Ce qu'on peut dire, c'est que est-ce que la fonction RH fait partie de la RSE? Pas de la définition majoritaire de la RSE, il y a une définition un peu hégémonique dans le milieu professionnel. Du point de vue organisationnel, souvent, les fonctions QVT, diversité et inclusion sont disjointes des départements où vont être traitées les questions de climat, de diversité ou autres, même il commence à y avoir quand même des grands départements engagement dans certaines entreprises qui regroupent toutes ces fonctions. Mais maintenant, quand on regarde le discours gestionnaire, le discours des entreprises, le reporting, etc., on voit bien que ces sujets sont traités ensemble et ils forment donc effectivement des sujets qui se rattachent au E, au S et au G. Et je voudrais juste signaler qu'aux États-Unis, par exemple, Corporate Social Responsibility, historiquement, ça veut dire philanthropie d'entreprise, ça veut dire mécénat, ça veut dire action sociale, etc. Et donc, voilà, par exemple, hein, c'est intéressant de se décentrer un peu du cas français pour se rendre compte à quel point, finalement, ces notions sont des constructions institutionnelles, nationales, enfin, qui répondent en tout cas en partie à des logiques nationales, et qu'il n'y a pas de raison, a priori, d'exclure tel ou tel domaine. Il faut toujours interroger, finalement, les liens, les circulations qui peuvent exister entre ces différentes fonctions. Et pour revenir sur la donnée, je ne sais pas, peut-être Sébastien et Caroline, est-ce que le pilotage de la donnée de durabilité ne va pas plutôt être récupéré par le DAF? Aujourd'hui, si tout à l'heure je prenais l'exemple en fait d'avoir dans son équipe une juriste ou un juriste en fait pour traiter la partie réglementation européenne, sans aucun doute avoir un contrôleur de gestion dans son équipe pour traiter de la donnée, ça apporte de la valeur. Donc oui, la question va se poser. Certains ont déjà franchi le pas, d'autres le feront pas. Là, on est plus sur un modèle d'entreprise. Voilà, il y a des financiers qui peuvent être suffisamment robustes pour le traiter. Ça fait partie de l'organisation. D'autres qui voudront le traiter. À partir du moment où, en effet, la donnée doit être aussi robuste, la donnée extra-financière doit être aussi robuste que la donnée financière. Fondamentalement, comme le disait Caroline, ce qu'on va attendre d'un directeur RSE dans ses missions cruciales, c'est de parler avec son conseil d'administration. Et son conseil d'administration, il va lui dire quoi? Il va lui dire voilà ce que j'ai qualifié, voilà ce qui me semble important, voilà ce que je mets de côté en termes de sujets critiques pour l'entreprise pour assurer en fait sa durée de vie. Voilà ma stratégie, voilà mes plans d'action. C'est ça le niveau de discours. Voilà, on est sur une horizon de 10, 20, 30 ans, alors que je dirais la donnée financière, elle est au trimestre ou à l'année. Donc dire que la production de cette donnée qui est relativement stable, contrairement à une problématique de facturation, pourquoi est-ce que ça ne serait pas traité par la finance? Le rôle du directeur RSE, c'est quand même de transformer, de réfléchir, de se projeter, de mettre en place des actions, d'alerter. Bon, donc est-ce que ce sujet-là n'a pas vocation à finir la finance? Est-ce que ça serait un problème si ça l'est? Je ne pense pas que ça soit un problème. Par contre, le truc qui, de mon point de vue, ne peut pas fonctionner, c'est un rattachement de la RSE à la finance, parce que la RSE, la finance, elle travaille à 3 mois, 1 an. La RSE, elle travaille à 5, 10, 15, 20 ans. Ça c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Merci. Il y a une question sur pourquoi l'explosion, alors j'imagine des recrutements, depuis 2020 en particulier, la loi Pacte est-elle une piste? Alors, ça a démarré en 2019, vraiment, moi, je pense Alors, il y a eu effectivement la loi Pacte donc, qui a encadré le fait de pouvoir avoir le critère de société à mission, le fait de pouvoir avoir une raison d'être. Et puis, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu le manifeste des étudiants pour un réveil écologique. Il y a eu l'application Yuka. Il y a eu la marque C'est qui le patron. Il y a eu les feux en Australie. Alors, maintenant, il y a eu tellement de drames que ça nous paraît loin. Mais à l'époque, ça avait pas mal marqué les Français puisque de l'espace, on pouvait voir
on pouvait voir les feux en Australie. Donc, tout un faisceau d'éléments qui a fait qu'il y a eu une explosion des recrutements en RSE sur ce sujet. Alors, avant, moi, mon métier, c'était facile, hein, je mettais une annonce et puis j'avais des profils qui venaient. Et depuis sortie de Covid, hein, donc fin 2020, on est vraiment en pénurie de compétences sur le sujet. 2021-2022, recrutement. Donc là, à la fois création de postes, mais aussi et surtout, il faut quand même le reconnaître, une explosion du recrutement sur le marché des cadres et en général aussi. Et une question pour vous. Avez-vous identifié dans le panel le poids des répondants qui ont effectué une reconversion? Ouais. Ça, je viens essayer d'y répondre, notamment parce que ça me permet aussi de rebondir sur des choses qui ont été un petit peu abordées, mais qu'on n'a pas remobilisées. Je pense que la question de la formation, elle est déterminante. Effectivement, on voit bien dans les formations qu'on a des formations en gestion management, mais qu'on a des thématiques qui sont plutôt au niveau de l'environnement et que la difficulté de ces sujets-là, c'est l'interdisciplinarité. Et que le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, les formations ne sont pas faites sur l'interdisciplinaire, elles sont plutôt dans des historiques disciplinaires. Et là, je vais plaider un peu pour ma paroisse, hein, mais effectivement, il y a quand même aujourd'hui des réflexions du côté de l'enseignement supérieur pour penser des dispositifs interdisciplinaires, parce qu'on est un peu pris entre les deux, hein. On est pris par les demandes des étudiants qui nous renvoient quand même pas mal de critiques par rapport à ça, par rapport à la manière dont les études peuvent, eux, les aider à s'inscrire dans ce grand mouvement de transition écologique, et aussi du côté du marché du travail pour mettre nos étudiants en position d'être employés. Donc voilà, cette question de l'interdisciplinarité, elle commence à émerger dans les lieux de formation. Encore une fois, je ne peux pas plaider pour ma paroisse, mais à Dauphine, on est quand même un petit peu présent sur ces sujets-là. Mais ça pose aussi la question. C'est vrai, il faut le dire. Voilà, c'est très bien. Merci. Mais je pense aussi que la question de la formation continue, elle est déterminante. Et effectivement, on le voit, la question de la réglementation, elle aide le marché à recruter, parce qu'on a des pics au moment des recrutements. Elle aide le marché aussi à savoir quoi faire, mais elle va aussi aider dans les formations. Et on voit aujourd'hui avec la CSRD que cette question de la formation au métier du chiffre, au-delà du chiffre, elle va être hyper importante, notamment au niveau des gens qui vont certifier les comptes, donc experts comptables, commissaires aux comptes. Donc voilà, la question de la reconversion, elle est présente. Effectivement, on est dans des métiers où il y a pas mal de reconversions. Mais quand même, ça, c'était plutôt au début. Aujourd'hui, on voit aussi des premiers entrants de plus en plus présents. Donc, on a moins besoin de reconversion pour rentrer dans ces thématiques-là. Et pour autant, c'est pas la question de la reconversion, mais plutôt de la formation à tous les âges de la vie et pendant tout le parcours professionnel qui, je pense, va être importante aussi pour coller à la réglementation type CSRD, qui est une révolution pour les métiers du chiffre. Alors, je pense à un complément, parce que si je peux, quelqu'un se posait la question du reporting. En fait, ce que je décrivais précédemment, enfin ce qui s'est passé par le passé, c'est que les gens qu'on recrutait, on les faisait recruter en fait sur deux postes. Sur un poste de reporting, d'accord, ou sur un poste de rédaction en fait des rapports, d'accord. Et en fait, ces deux-là, c'est les fondations de la RSE, surtout pour les grands groupes. Et donc, c'est des moyens de formation qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire que les gens qui vont venir collecter de la donnée, ils vont comprendre qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'ils ne font pas ça toute l'année, en fait. Et donc, c'est deux postes d'entrée qui vous permettent ensuite d'accéder à des postes d'expertise quand vous montez en compétences. D'accord. Donc, ces postes-là, il faut vraiment les voir, je dirais, comme les gens qui sont rentrés dans les grands cabinets d'audit où ils ont commencé, je dirais, par les tâches élémentaires, et puis bon an, mal an, en fait, ils ont franchi toutes les steps, et à la fin, ils ont fini directeur financier. Donc, c'est ça notre filière jusqu'à présent, c'est qu'au cours des dernières années, les gens qu'on a recrutés, soit sur des mobilités internes, soit des juniors, en fait, on a mis sur ces postes-là, et on sait très bien que ces gens-là restaient, en fait, sur ces postes pendant 2-3 ans, et après qu'ils allaient bouger. Mais en fait, en leur faisant faire ce parcours-là,
derrière, ils avaient tout le bagage en fait pour adresser les choix qu'ils souhaitaient. Donc, faut aussi avoir cet esprit, cette idée que en fait, aujourd'hui, les gens qu'on va recruter, ils ne vont pas être dans une position statique. Ça le sera peut-être plus demain pour des gens qui vont prendre un poste d'expertise climat. Il sera très certainement plus difficile de passer d'un poste d'expertise climat à un poste en fait d'expert eau. Voilà. Alors que quelqu'un qui va rentrer en fait plus sur du reporting ou de la documentation, on pourra le mettre, je dirais, sur des sujets transverses, sur des sujets de transformation. Voilà. Donc, il n'y a pas des postes qui sont plus ou moins bien. Il y a des postes, je dirais, qui vous permettent d'être transverses et d'évoluer en fait sur les sujets qui peuvent vous plaire en fait au fur et à mesure du temps. Alors qu'en fait, les postes d'expertise, eux, la croissance ne pourra être je dirais, que sur le domaine. Et après, je pense que on aura certainement, enfin, il y aura plus de difficultés pour passer d'une expertise à une autre. Merci, merci. Dans quelle mesure pensez-vous à terme qu'il demeurera des départements RSE spécifiques versus l'implémentation des enjeux RSE dans toutes les fonctions métiers? Et y a-t-il des compétences spécifiques sur lesquelles vous repérez des pénuries, reporting data, et voyez-vous émerger de nouveaux métiers? Une question de Pauline. Ok, je vais essayer de répondre et puis vous compléterez, Sébastien, aussi. Alors moi, je suis convaincue, mais à 2000%, qu'on aura toujours besoin de direction RSE. Je pense que c'est assez utopiste de se dire que ça va être intégré dans les métiers, que tout le monde va faire de la RSE naturellement, et notamment parce que bon, je l'ai vu. Je l'ai vu dans les questions, enfin, c'est quand même beaucoup la réglementation qui pousse aujourd'hui, parce que même si on est tous d'accord pour dire qu'il faut que les entreprises se transforment et qu'on fasse évoluer énormément de choses dans notre façon de produire et de consommer, malgré tout, ça reste extrêmement difficile, et c'est des métiers qui sont hyper difficiles. Enfin, c'est des métiers qui font rêver. Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire de la RSE, et je trouve ça formidable. Seulement, et je pense que Sébastien pourra en témoigner, ça reste difficile. Il faut être courageux. Les messages à faire passer, ils sont pas simples. On commence en général par vous dire non, non, c'est pas possible, non, c'est trop cher, etc. Donc il y a une conduite du changement qui est extrêmement difficile, et une gestion du temps aussi qui est complètement différente. Comme le disait Sébastien, un directeur financier, on lui demande des résultats tous les 3 mois. Bon, un directeur direction RSE, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Après, moi, je trouve qu'il y a deux particularités d'une direction RSE. C'est vraiment ce pilotage du dialogue avec les parties prenantes. Et identifier les signaux faibles aussi. C'est quand même des gens, comme je le disais, qui collaborent beaucoup, qui sont beaucoup à l'extérieur aussi pour capter ce qui se passe. À côté, et puis lancer les grandes idées, les grandes directions, même si la vocation en général quand ils prennent un projet, c'est qu'après ce projet puisse être transféré par exemple à la direction marketing. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question sur quelles compétences il manque, c'est ça? Oui, question de Pauline. Alors, quelles compétences il manque? Principalement, aujourd'hui, nous, on est ultra sollicité sur le carbone, sur la biodiversité, et puis on ne devient pas un expert de biodiversité parce que on s'intéresse au sujet. Et puis après, il y a tout ce qui est reporting extra-financier, c'est-à-dire que bien souvent, quand il y a des gens qui font du reporting extra-fi, ils n'ont pas envie, ils ont envie de faire autre chose après. Et puis, il y a aussi toute une éducation très forte à faire auprès des entreprises sur les profils qu'il faut pour conduire le changement. Nous, bien souvent, on nous dit, bon, voilà, il me faudrait un responsable RSE qui soit opérationnel, stratège, qui ait une excellente culture générale de tous les sujets de la RSE, avec aussi une très bonne connaissance du carbone, du reporting extra-fi, qui soit un grand communicant et en même temps qui sache analyser la donnée, qui ait au moins 10 ans d'expérience professionnelle, mais qui ne soit pas plus âgé que 35 ans. Bon, tout ça, ça n'existe pas.
Donc, on a un rôle aussi pour, comme on le disait avec Sébastien, à savoir des gens qui vont être plus au niveau stratège, conduite du changement, des gens qui vont être experts. Donc, ça, c'est. Et puis, il y a des choses quand même, on peut pas s'improviser. Voilà, le carbone, c'est quand même un truc, c'est assez technique. Merci. Aïlis, qu'avez-vous observé sur le rapport des professionnels de la RSE par rapport au travail, sur leur trajectoire biographique plus largement? Y a-t-il des traits caractéristiques sociologiques? Oui, alors sur le rapport au travail, les trajectoires biographiques, je vais séparer les deux, parce que je pense que les trajectoires biographiques, effectivement, on a quand même cette question des reconversions qu'on a abordée il y a quelques instants qui paraît importante, mais je pense qu'un des points saillants à ce stade de l'étude, c'est de dire que sur le rapport au travail, c'est pas voilà, c'est pas la RSE qui va changer le travail, mais c'est la RSE qui se fait par le travail. Et ce que disent les professionnels, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de conflit pour eux, ou alors c'est très, très rare. Il y a quelques cas un peu de gens très militants, très radicaux, mais ce n'est pas la majorité. Mais effectivement, ce sont des gens qui expérimentent d'abord la RSE par le travail et qui apprennent toute la transition écologique par le travail. Donc voilà, je pense que cette question, elle est importante, que la RSE, ça ne vient pas de l'extérieur, ce n'est pas quelque chose qui s'impose au travail, mais c'est quelque chose qui se construit par les pratiques des professionnels, aussi avec leur expertise propre, selon leur champ de compétences. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce grand ensemble flou avec des spécialisations plus ou moins fortes, selon, voilà, par exemple, la finance, qui a les moyens de dire qu'elle fait partie de la RSE, mais qu'en même temps, elle est beaucoup plus spécifique parce qu'elle n'a pas les mêmes temporalités ou elle n'a pas les mêmes contraintes que la conduite du changement directement dans les organisations. Voilà. Merci. Il y avait une question aussi sur est-ce que l'âge moyen des différents niveaux hiérarchiques est similaire à d'autres fonctions, sachant que c'était au début sur le... Au tout début, un peu plus jeune, on a dit. Hein. Oui, un peu plus jeune, oui, pour l'âge moyen. Après, par niveau hiérarchique, on n'est pas capable de le dire pour l'instant. Mais ça, on pourra trouver cette information en comparant à d'autres enquêtes, en fait. Je pense qu'on peut dire un peu plus jeune, et je pense qu'on peut dire quelque chose du cas du répondant qui a 75 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres enquêtes. Il y a aussi des gens qui... alors, peut-être ça c'était quelque chose d'avant, mais qui investissaient ces thématiques-là une fois que leur carrière était finie. Et ça, voilà, je pense que ce répondant-là qui a 75 ans, c'est aussi un indicateur de ce type de processus. Bon, on arrive à la fin du webinaire. Est-ce que vous avez un mot de la fin, chacun, à donner? N'hésitez pas à remplir le questionnaire si vous ne l'avez pas déjà fait. D'accord. Caroline, Sébastien, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. N'hésitez pas à remplir le questionnaire et continuez vos recherches parce que c'est vraiment extrêmement intéressant et vraiment très précieux voilà, pour nous les professionnels de la RSE. Merci de nous avoir fait confiance et merci de votre intérêt. Merci beaucoup. Sébastien, c'est quelque chose. Bon, écoutez, merci à tous, merci beaucoup. On essaiera de répondre peut-être individuellement aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais un grand merci pour votre participation et à très bientôt. Bonne journée à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.